13h30, question de temps, la traversée de l'Atlantique et le surgénérateur. Messieurs, bonsoir. Avant de revenir sur les développements spectaculaires des combats entre l'Iran et l'Irak, il nous faut tout d'abord faire le point du véritable raz-de-marée qui hier a dévasté une partie de la haute vallée de la Loire. 7 morts, une dizaine de blessés, des dégâts considérables à tel point que le plan Orsec a été déclenché dans la Loire. Il vient d'être levé. Ce soir, en effet, la Loire et l'Ardèche commencent à réintégrer leur lit, mais le ciel reste menaçant. 400 mm d'eau, il s'est abattu autant de pluie sur la Haute-Loire en 48 heures que sur la France en 6 mois. C'est ce qui explique les crues soudaines et les ravages occasionnés par la montée des rivières. La commune la plus touchée est celle de Brive-Charensac, à quelques kilomètres du puits. Ce petit bourg de 4000 habitants a été envahi par un flot de boue et de pierres. Un quart d'heure a suffi à la Loire pour effectuer une montée de 2 mètres, qui s'ajoutait aux 3 mètres de la veille. On va pouvoir faire redémarrer l'entreprise parce que ça nous a emporté tous les documents, toutes les pièces détachées, toutes les machines comptables, tout le fichier pièces détachées. Les garages, dans les garages, il y a 50 cm de boue et de bois. Ça a enfoncé toutes les portes, ça a emporté les camions comme fétu de paille. 4 personnes sont mortes dans cette commune de Brive-Charensac, surprises par le flot de boue. 2 enfants âgés de 18 mois et 4 ans et 2 nonagénaires. Quant au bilan financier, il sera lourd. Le stade, les écoles, des locaux d'entreprise comme les tanneries du Puy ont été détruites. Des cas importants aussi près de Firminy, où une vingtaine de caravanes stationnées le long du fleuve ont été emportées par les flots. Plusieurs d'entre elles ont percuté le pont suspendu de Pertuisé qui a été fermé à la circulation. Dans l'Ardèche, des centaines d'hectares de cultures d'arbres ont été ravagés. Les hélicoptères engagés dans le cadre du plan Orsec sont intervenus pour treuiller une trentaine de personnes qui faisaient du canotage sur l'Ardèche. À Saint-Martin de Valamas, la station de pompage a été emportée par les flots. Si la décrue de la Loire est intervenue ce matin, l'inquiétude persiste, car dans ces départements, le temps reste à la pluie. Les autorités ont invité les secouristes et la population à rester vigilants. J'ajoute que toutes les routes coupées par les inondations hier en Ardèche et dans la Loire sont rouvertes à la circulation depuis quelques minutes. C'est donc la guerre entre l'Iran et l'Irak. Les forces armées irakiennes ont en effet reçu l'ordre d'attaquer les objectifs militaires iraniens. L'aéroport de Téhéran a même été bombardé par des avions que l'on soupçonne d'être irakiens. D'ailleurs, toute communication avec Téhéran, aussi bien par la voie des airs que par le téléphone ou le téléx, sont coupées. Impossible pour le moment également d'aller à Bagdad par avion. Le conflit, vous le voyez, a pris ce soir un tour d'une exceptionnelle gravité. Tout ceci pour le contrôle de Tchad el-Arab, cette région du nord du golfe Persique formée par la réunion du Tigre et de l'Euphrate. Voici l'enjeu du conflit entre l'Irak et l'Iran, le contrôle du Chott el-Arab, le fleuve qui partage les deux pays entre les champs de pétrole à perte de vue. Du temps du Shah, l'Irak et l'Iran se partageaient le contrôle de la voie d'eau et l'Irak reconnaissait la suprématie de l'Iran sur la région. La révolution iranienne a tout bouleversé. L'Irak, inquiet de l'instauration d'une république islamique dans un pays avec lequel il a plus de 1000 km de frontières, a rompu les accords passés. L'Irak a revendiqué le contrôle total du Chott el-Arab et même la région iranienne du Khouzistan, où vit une communauté de 2 millions d'Arabes, mais où jaillit aussi le pétrole. Mais ce conflit a des racines plus profondes. L'Irak a expulsé depuis le début de l'année plus de 30 000 de ses citoyens d'origine iranienne, car l'Irak, où la majorité des habitants sont de confession chiite, a peur de la contagion révolutionnaire islamique. Mais le champ de bataille de cette guerre se confond aussi avec les champs de pétrole. Abadan, l'une des raffineries les plus importantes du monde, a été touchée par l'aviation irakienne. Or, la route des pétroliers vers l'Occident commence à quelques dizaines de kilomètres de là. Donc, d'un conflit frontalier, on est vite passé à une échelle beaucoup plus inquiétante, une guerre, ce qui pose autant de problèmes à Washington qu'à Moscou, étrangement silencieux jusqu'alors. Alors, pour mieux comprendre les données du problème, voici les forces en présence. Philippe Rochaud. La marine iranienne du temps de sa splendeur. Elle comptait à elle seule près de 25 000 hommes et une douzaine d'escorteurs, des vedettes rapides lance-missiles.
Matériel américain pour l'essentiel. Or, depuis un an, depuis la prise d'otage de l'ambassade américaine, les États-Unis ne livrent plus de pièces de rechange et la moitié de cet armement est inutilisable. Enfin, une fraction importante de l'armée iranienne a déserté depuis la Révolution et l'Iran n'est plus ce gendarme du Golfe qui faisait régner l'ordre à plus de 2000 km de ses frontières. Même sa flotte d'hélicoptères, basée à Ispahan, la plus importante de la région, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Face à elle, l'armée irakienne apparaît aujourd'hui plus puissante. 250 000 hommes mobilisés par un régime fort. Une armée équipée surtout de matériel soviétique, mais qui s'approvisionne de plus en plus auprès des pays d'Europe occidentale. Elle peut aligner des engins à lance-missiles et plus de 3500 blindés soviétiques. Forte du soutien des pays de la région, Arabie Saoudite et États du Golfe, l'armée irakienne a incontestablement l'initiative dans les combats. Mais l'issue de ce conflit dépend surtout de l'attitude des deux grands. Si officiellement les États-Unis ont conseillé la plus grande prudence aux deux camps, Bagdad et Téhéran, il semble cependant que Washington soit plutôt satisfait aujourd'hui de la tournure prise par les événements. En effet, en analysant tout à fait froidement cette guerre lancée par les Irakiens, est le seul élément nouveau qui puisse faire évoluer la situation en Iran. Le régime iranien, vous le savez, honni par bon nombre de gouvernements arabes et qui embarrasse considérablement les capitales occidentales. Les Américains sont intéressés à double titre, bien sûr, et tout d'abord l'affaire des otages, ensuite reprendre pied dans une région clé dans laquelle ils ont perdu depuis 2 ans toute influence. Malheureusement, aujourd'hui, les Iraniens récoltent le fruit de ce qu'ils ont semé depuis plus de 2 ans, l'ayatollah Khomeini ayant mis dans le même sac États-Unis, Union soviétique et Europe, qu'il a appelé lui-même les puissances de Satan. Aucune aide ne viendra donc de ce côté. Cependant, l'ayatollah Khomeini détient toujours les otages américains. Une négociation discrète pourrait s'engager en échange de la modération des Irakiens. À moins qu'une nouvelle fois des événements extérieurs viennent ressouder l'unité iranienne qui en a bien besoin. Dans tous les cas, cette guerre qui commence fait peser d'énormes risques, d'énormes menaces dans une région tout à fait vitale pour l'économie de l'Occident. Oui, Paul, voici la première réaction américaine, très prudente, il y a un quart d'heure à peine, vous allez le voir. Nous nous bornons à espérer que les deux parties s'efforceront de mettre fin à la violence. Nous disions tout à l'heure qu'un réservoir de la raffinerie d'Abadan avait été incendié, et tout ceci n'est donc pas sans conséquence pour les Occidentaux, d'autant que dans le même moment, les pays de l'OPEP semblent avoir généralisé la réduction de leur production de pétrole. Les États-Unis, l'Algérie et l'Irak l'ont déjà fait de 10% et d'autres, Jean-Claude Renaud, pourraient les suivre. Oui, après les Émirats arabes unis, l'Algérie et l'Irak, selon le ministre iranien du pétrole, 11 pays en tout sur les 13 que compte l'OPEP devraient s'aligner sur cette position. En tout cas, nous venons d'apprendre cet après-midi que la Libye, elle, avait décidé de réduire sa production de pétrole de 10% à compter du 1er octobre. Alors, qu'il y ait eu ou non un accord secret à Vienne la semaine dernière, l'important est de savoir quelles seront les répercussions de cette réduction de production sur les pays occidentaux. Eh bien, ces répercussions devraient être limitées, sinon insensibles. Pourquoi? Parce que l'offre de pétrole est actuellement excédentaire d'environ 3 millions de barils par jour. Si bien que la baisse de production envisagée vise tout simplement à faire coïncider l'offre et la demande. On est donc loin de la pénurie, d'autant que les stocks des pays occidentaux, des pays consommateurs, n'ont jamais été aussi élevés. Environ 6 milliards de barils, ce qui leur fait 100 jours de consommation. Franchissons le pas qui relie le pétrole au nucléaire et parlons un petit peu de surrégénérateurs. Vous connaissez notre choix pour toute la semaine, essayez de vous informer au maximum sur un dossier essentiel, mais qui jusqu'alors ne semble guère mobiliser les Français. Question de temps, on va donc longuement y revenir tout de suite après le journal, mais dès maintenant, essayons de comprendre avec Philippe Dumez comment fonctionnent ces réacteurs nucléaires de demain, et ça demande, vous allez voir, un minimum d'attention. Entre une centrale nucléaire classique, telle qu'on en construit actuellement en France, et une centrale comme Cresmatville, il existe 2 différences fondamentales. D'une part, le système de transmission de l'énergie depuis le cœur jusqu'aux alternateurs est plus complexe, et d'autre part, le combustible nucléaire n'a pas la même composition. Dans le cœur, qui est en fait la chaudière de notre centrale, on déclenche une réaction où les neutrons fissionnent, c'est-à-dire cassent des atomes, et cela dégage à chaque fois de l'énergie thermique. Le combustible est un mélange de plutonium-239 et d'uranium-238 qui dégage énormément de chaleur. Pour récupérer cette chaleur, mais pas la radioactivité, on utilise un premier échangeur où circule du sodium liquide dont la formule chimique est Na.
parce que ce métal est tout à fait approprié pour évacuer rapidement la quantité considérable de calories produites par le cœur du réacteur. L'ensemble, cœur, pompe et échangeur primaire, se trouve enfermé dans une énorme cuve en acier qui est aussi la première barrière de protection. C'est dans cette cuve que circulent 3500 tonnes de sodium à 550 degrés à la pression atmosphérique. Tout cet ensemble est enfermé dans une enceinte en béton. Une autre enceinte en béton contient les échangeurs de chaleur secondaire où circule également du sodium liquide. Ils sont au nombre de 4 et entourent la partie centrale du réacteur. Enfin, un troisième échangeur où circule cette fois de l'eau, dont la vapeur fait tourner une turbine qui entraîne un alternateur. Dans le cas de Superphénix, la puissance électrique sera de 1200 MW, autant qu'un seul réacteur actuel. Ici, le combustible est donc en partie du plutonium-239, que l'on dit fissile, et de l'uranium-238, dit fertile. Mais ces deux éléments sont en fait les déchets des réacteurs actuels. Le premier avantage d'un surrégénérateur est qu'il consomme les 96% d'uranium non utilisable dans une centrale actuelle du type PWR et le plutonium qui provient du retraitement des combustibles irradiés. L'autre avantage est la surrégénération qui se fait au niveau du plutonium parce que le cœur du réacteur est entouré d'uranium naturel dont une partie va se transformer en plutonium. Alors au bout d'un certain temps de fonctionnement, on se retrouve avec 20% de plutonium en plus qu'au début. L'exploitation d'un surrégénérateur permet donc d'obtenir environ 70 fois plus d'énergie à partir d'une même tonne d'uranium naturel. Mais cette technique ne va pas sans certains risques avec le sodium ou le plutonium qui ne sont pas faciles à manier, même si la France possède une longue expérience du maniement des surrégénérateurs expérimentaux avec Rhapsody et Phénix. Je ne suis pas sûr que vous ayez pu tous saisir les subtilités du surrégénérateur. Aussi, vous conseillerais-je de vous reporter donc à Question de temps, Louis Berriot, Georges Leclerc et leur invité, Georges Mandriès, le directeur du CEA. Vous en diront plus à l'aide notamment de cette petite maquette qui fonctionne déjà et qui fait pas mal de bruit, mais qui est assez impressionnante. Vous le verrez tout à l'heure donc dans Question de temps à 20h35. La mort de Jean Gorini, pour la plupart des journalistes de l'audiovisuel, mais aussi de la presse écrite, c'est un pionnier qui s'en va beaucoup trop tôt, à 55 ans. C'est lui qui fut directeur de la rédaction d'Europe 1 pendant très longtemps et qui lui donna un souffle. Il fit la même chose plus tard, mais plus brièvement à François, et puis jusqu'à ses derniers jours à VSD. Avec Maurice Siegel, son vieux complice d'Europe 1, ils animaient tous deux cet hebdomadaire. Sur Antenne 2, Jean Gorini fut aussi l'homme de la course autour du monde, cette émission du samedi après-midi qui vous plaisait beaucoup. Un nouveau rapt à Lyon, l'information a tout juste 1 heure, c'est le gendre d'un notaire bien connu de la ville qui a été enlevé contre demande de rançon immédiate. 5 millions de francs, dit-on, pour M. Bernard Gall, 34 ans. Et puis cet attentat cette nuit contre Henri Noguer, le président de la Ligue des droits de l'homme. En fait, il s'agit du domicile de sa fille qui, à une demi-heure près, aurait pu être là. Henri Noguer est actuellement en Côte d'Ivoire et c'est là que Fabienne de Gors a obtenu sa première réaction. Ça ne m'a pas surpris parce que je reçois de fréquentes lettres de menaces et que la toute dernière remontait à peu près à 2 mois et portait la même signature que celle qui a revendiqué l'assassinat de Goldman. Une fois de plus, on ne trouvera pas les coupables, mais que de ce point de vue-là, ça n'est qu'un attentat qui s'inscrit dans une longue suite. Il est assez symbolique que cet attentat arrive quelques jours à peine après que notre comité central est estimé devoir protester contre l'extradition dont a été frappé M. Afatigato, qui n'était peut-être pas néo-nazi, mais qui était néo-fasciste. Difficile de ne pas rapprocher cet attentat avec l'incendie d'une entreprise de bonneterie dans le centre de Paris. Les murs de l'escalier sont couverts de graffitis antisémites et de croix gammées. Le PDG de l'entreprise a été pendant 4 ans président de l'appel unifié juif pour le soutien à Israël. Réaction indignée un petit peu partout en France, à l'image de celle de François Mitterrand, de la CGT et du MRAP. Jean-François Kahn, c'est visiblement destiné à intimider. Est-ce que vous l'êtes ?
Il faut faire attention, si vous voulez. Au premier abord, 3 attentats, car il y en a en fait 3 actions néo-nazies en 24 heures et maintenant presque une par jour. Naturellement, c'est effrayant à voir comme ça. On se dit comment, 40 ans après la guerre, après l'Holocauste, c'est possible encore de se réclamer d'Hitler, de dire qu'on admire les SS, de se réclamer de la philosophie nationale socialiste. Comment c'est possible? Mais à y réfléchir un peu, je crois qu'il faut bien convenir qu'en vérité, il y a eu des néo-nazis, tout le monde le sait, en 40 à 44. Vous pensez bien qu'ils n'avaient pas disparu comme ça, comme par enchantement, comme par miracle. Ils existaient toujours. Il y en avait très peu, mais il y en avait. Simplement, ils n'osaient pas le dire. Ils admiraient Hitler, mais ils ne le disaient pas. Ils admiraient les SS, mais ils ne l'avouaient pas. Alors, ils agissaient sous d'autres sigles, avec d'autres insignes, d'autres chemises. Aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est qu'ils admettent. Oui, nous sommes néo-nazis, oui, nous admirons Hitler. Il y avait déjà des attentats, beaucoup, mais c'était signé Charles Martel, c'était signé Delta. Aujourd'hui, c'est signé De Croix-Gammée. D'une certaine manière, c'est plus clair, car nous voilà prévenus. Un dernier mot pour répondre à votre question. Il est tout à fait vrai que la stratégie des néo-nazis, actuellement, c'est de faire peur parce qu'ils savent que la peur paralyse. Alors ils menacent, j'ai reçu aussi des lettres de menaces, même des coups de téléphone de menaces. Mais je crois que la seule réponse qu'on peut leur apporter, c'est justement de ne pas avoir peur. Un drame affreux, un PDG de 38 ans, Maxime Breguet, le petit-fils du fondateur des avions Breguet, s'est donné la mort hier soir après avoir abattu son ex-épouse, son fils de 14 ans et une amie de la famille à Paris. Des incidents ce matin au procès d'Yves Stella, le séparatiste corse qui affirme n'avoir joué qu'un rôle modérateur alors que l'avocat général parle de menaces sanglantes proférées par l'accusé. La défense a protesté. Henri Fisbin, en désaccord sur les orientations du Parti communiste. L'ancien secrétaire de la Fédération de Paris, du PC, demande à s'expliquer devant la conférence nationale de son parti à la mi-octobre. Il l'a écrit à Georges Marchais et nous dit pourquoi. J'espère que ma demande sera acceptée parce qu'elle est tout à fait conforme aux besoins du débat démocratique dans le parti. Elle est conforme aux besoins mais pas conforme à la pratique. Il y a très longtemps que ça n'est pas arrivé. Oui, c'est exact, ça n'est pas l'habitude, mais il est nécessaire de se débarrasser d'habitudes qui parfois sont nuisibles. Est-ce que ce n'est pas un peu le combat d'un homme seul? C'est évidemment le combat d'un homme seul, si tant est qu'il s'agisse d'un combat. Je suis un militant communiste, un dirigeant communiste, et j'agis en mon nom, en mon âme et conscience, si je puis dire. Alors sur quoi porte votre différend avec la direction du Parti communiste? Bien, écoutez, j'ai énoncé dans ma lettre les préoccupations fondamentales qui sont les miennes. Je me réserve de les développer à la tribune de la conférence nationale. Et si vous ne pouvez pas le faire, vous vous condamnez au silence pour longtemps? Je ne me condamne à rien d'autre qu'à agir en fonction de ce qui me paraît nécessaire, mais je vous dis, je suis confiant dans la possibilité de m'exprimer à la conférence nationale. Cette conférence va désigner vraisemblablement Georges Marchais comme candidat. Alors finalement, ce que vous faites, ce n'est pas dirigé personnellement contre lui? En aucune manière. J'ai dit dès le mois de juin que la désignation du secrétaire général du parti comme candidat pour la bataille des présidentielles me semblait, comme je crois à la plupart des communistes, tout à fait légitime. Là n'est pas la question. La question, c'est l'orientation de la bataille que nous allons mener. Donc Georges Marchais, mais avec une autre politique? Avec la politique du Parti communiste dont je crains qu'on soit en train de s'éloigner actuellement. Georges Marchais n'est plus communiste? Alors je n'ai absolument rien dit de semblable. Une discussion sur une orientation politique n'est pas une discussion tendant à qualifier des individus ou des dirigeants du parti. Pour protester contre la nouvelle carte universitaire, plusieurs centaines d'enseignants, d'étudiants et de personnel d'université ont manifesté cet après-midi à Paris, une manifestation dans le calme. D'autres initiatives pourraient être prises entre le 1er octobre et le 15 novembre, pendant donc la rentrée universitaire. Et puis, des incidents ce matin au Conseil de Paris. Sur la sellette, l'affaire de l'Institut du monde arabe que veut construire le gouvernement sur un terrain du 15e arrondissement à Paris, ce à quoi s'oppose la mairie de Paris qui propose d'autres terrains. Un conseiller de Paris, UDF, a proposé une solution de remplacement pour des aires de loisirs, proposition qui en fait émanait de 2 ministres. Jacques Chirac n'a pas aimé qu'on passe ainsi par-dessus lui. Le fond du dossier, au départ non politique, avec Jean-Claude Darrigo. Décembre 1974, le Conseil des ministres décide donc la création à Paris d'un institut du monde arabe. Lieu d'implantation choisi plus tard, un terrain de 8000 m², propriété de l'État, mis provisoirement depuis 1976 à la disposition de la ville de Paris. L'endroit était devenu le lieu de loisirs et de sport des enfants des établissements scolaires des alentours. Il y a quelques semaines, l'administration reprend possession du terrain et commence ce qu'elle nomme une remise en état du terrain. La mairie de Paris proteste, Jacques Chirac en tête. Vous n'explorez pas comme vous le dites, vous construisez déjà et sans permis.
La tension monte, la ville de Paris attaque en justice l'État. Les habitants du quartier sont unanimes dans leur pétition. L'Institut du monde arabe, oui, mais pas ici. Ils ont tous signé pour que ça n'ait pas lieu, cette espèce de truc. Qui sera peut-être très joli, mais on a besoin de ce terrain de sport. Il n'y aura plus de place pour les enfants s'amuser. Et il n'y a déjà pas de square et même cet enfant il ne pourra pas jouer, il n'aura plus rien. Nous sommes tout à fait contre et notre fédération a toujours dit que le sport faisait partie de l'éducation des enfants, qu'en plus les enfants avaient besoin de terrain où se battre. Et qu'est-ce qu'on constate? Que ici, comme dans d'autres exemples du quartier et de l'arrondissement où le même phénomène s'est produit, on a supprimé des stades, eh bien ici les enfants ne pourront plus jouer, les enfants n'auront plus de stade et il n'y a pas d'autre terrain en remplacement aux alentours. Aujourd'hui, le chantier est désert, sans doute pour plusieurs mois. Il n'est plus un terrain de sport, sera-t-il jamais un institut? En attendant, les enfants doivent aller jouer ailleurs. Valéry Giscard d'Estaing chez Habib Bourguiba tout à l'heure. Le président tunisien est à Paris en ce moment à titre privé dans son ambassade. Le président de la République qui avait reçu peu de temps auparavant le numéro 1 centrafricain David Dacko, qui a reproché aux journalistes français la publicité qu'il faisait à son prédécesseur Bokassa. J'ai exprimé mon chagrin au président de la République de voir que les journalistes français font de la publicité pour Bokassa que nous avons chassé de la République centrafricaine compte tenu des crimes qu'il a commis. Et maintenant, ce sont les journalistes français qui font de la publicité pour lui et ça nous surprend en République centrafricaine. Et parfois, certains journaux comme Afrique-Asie, Jeune Afrique, ne traitent pas des problèmes centrafricains en tenant compte des réalités nationales centrafricaines. Et la plupart du temps, ce sont des mensonges et c'est une campagne de dénigrement que le peuple centrafricain ne tolère pas. On a parlé, votre ministre a annoncé le procès par contumace de l'ancien empereur au mois de novembre. Oui. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette date? Je le confirme, oui. S'agira-t-il du début novembre, fin novembre? Vous avez une date précise à dire? Ça dépend des magistrats puisqu'ils sont libres dans leurs fonctions. Et avez-vous l'intention de demander aux Ivoiriens, au président Houphouët-Boigny, de vous livrer Bokassa? Nous l'avons déjà fait, nous le referons encore. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Prague, arrestation de 12 membres du comité de défense des personnes injustement poursuivies, que l'on appelle le VONS. Et puis à Moscou, 2 procès depuis ce matin contre des dissidents. Le soldat soviétique réfugié à l'ambassade américaine à Kaboul l'a quitté de sa propre volonté après avoir reçu l'assurance des autorités soviétiques qu'aucune représaille ne serait exercée contre lui. Les élections ouest-allemandes, je vous le disais la semaine dernière, les évêques ont pris position pour le candidat chrétien-démocrate Franz Josef Strauss. Pourquoi? Comment? Michel Meyer. Peut-on, au nom du Christ et de la croix, intervenir dans le débat politique d'un pays, d'une société qui se veut pluraliste? À cette question, les évêques allemands ont répondu par l'affirmative en faisant lire dans toutes les églises catholiques d'Allemagne une lettre pastorale relative aux prochaines élections générales. Depuis, c'est la confusion sur le front électoral et l'on accuse l'épiscopat ouest-allemand d'avoir engagé unilatéralement ses forces dans la bataille politique. Particulièrement relevées dans la lettre pastorale des allusions à l'influence grandissante de l'État, à la bureaucratisation, mais surtout à l'endettement public. Autant de chapitres sur lesquels l'opposition chrétienne-démocrate insiste dans le but précisément de disqualifier la gestion du chancelier Schmitt. De fait, et au sens large, on retrouve dans cette lettre la plupart des analyses et critiques de société des amis de Franz Josef Strauss. Réaction des fidèles pratiquants, une approbation sur le fond dans la mesure où à 80%, ils soutiennent traditionnellement les partis chrétiens-démocrates. C'est donc là une aide électorale providentielle qui réjouit Franz Josef Strauss, même s'il sait que cette intervention ne convaincra que les convaincus, les catholiques du Sud, tout en irritant les catholiques non pratiquants et les protestants du Nord. Le leader bavarois exploite pourtant à fond la gêne de ses adversaires politiques en émaillant plus que jamais ses interventions de critique sur, bien entendu, l'endettement public et les dangers de la bureaucratisation. Acculé à une certaine défensive, Helmut Schmitt parle de coups bas et conteste vigoureusement à l'Église le droit et la qualification surtout l'autorisant à critiquer sa politique économique.
Lui aussi, il est alors sûr du soutien de ses fidèles et peut-être même de tous ceux qui, en Allemagne, ont été froissés par le manque de réserve de l'Église catholique. Une certitude, cette polémique a rendu encore plus âpre le combat que livre le protestant du Nord Helmut Schmidt aux catholiques du Sud Franz Josef Strauß. Un combat qui résume bien l'antagonisme religieux et géographique élémentaire de l'Allemagne fédérale. En France, Monseigneur Elchinger nous disait hier qu'il n'était pas question que les évêques se prononcent pour qui que ce soit aux prochaines présidentielles. Les sports avec cette finale de la Coupe Davis, plutôt inattendue. Italie, Tchécoslovaquie, les Italiens s'étaient débarrassés des Australiens et les Tchèques ont fait la même chose avec les Argentins de Villas et de Clerc, qui ne sont pas n'importe qui. Et puis, en marge de toutes les performances nautiques dont nous avons abondamment parlé depuis 3 jours, il y a cette manifestation désormais classique à la gloire de la mer et de tout ce qui flotte dessus, le grand pavois de La Rochelle. Gilles Causanet s'est penché sur l'économie de la plaisance en 1980. 246 bateaux exposés au Grand Pavois de La Rochelle, 60 de plus qu'en 1978 et 180 de plus qu'en 1973. C'est le salon flottant de la plaisance, une plaisance qui en France se résume en 2 chiffres, 2 millions de pratiquants et 500 000 bateaux immatriculés. Les 125 constructeurs français ont réalisé en 1979 un peu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Autant de signes qui pourraient indiquer une bonne santé de cette industrie, d'autant que cette année, les exposants présentaient 45 nouveautés. Cette année, 45 bateaux, c'est effectivement beaucoup. On a un petit peu l'impression que chaque constructeur veuille remplir son créneau, veuille élargir sa gamme, et ça provoque certainement, enfin c'est une opinion toute personnelle, mais actuellement quand même une certaine saturation du marché. 1980, c'est en effet l'année de la crise. L'industrie de la plaisance a dû d'abord faire face à une météorologie particulièrement défavorable. Elle a ensuite été surprise par cette saturation du marché, avec des stocks importants et pour occuper le marché de renouvellement du parc, elle a dû créer des bateaux nouveaux, d'où des difficultés financières qui ont déclenché cette année la faillite de 5 chantiers. La crise économique générale, enfin, a aussi contribué à déclencher cette crise, qui a par exemple fait chuter de 30% la vente des bateaux de pêche promenade. Il est certain que les constructeurs avaient fait preuve d'énormément de dynamisme en investissant, en créant beaucoup d'emplois les années 78 et 79. Bon, le ralentissement économique actuel amène certaines entreprises à avoir du stock. Bon, ces entreprises ont pris les mesures nécessaires pour limiter leur production et dans les mois à venir déstocker. Donc il n'y a pas péril dans la demeure, ni catastrophe, ni chute vertigineuse du marché. Et le constructeur qui n'aurait pas fait preuve de dynamisme suffisant commercialement en renouvelant sa gamme risque d'aller au-devant de difficultés. Alors je crois que là encore il faut trouver le moyen terme entre pas de nouveautés ou c'est resté statique et trop de nouveautés coûte trop cher. Le signe le plus évident de cette nécessité de renouvellement, c'est la planche à voile qui a pratiquement relégué au rayon des antiquités le dériveur traditionnel. 70 000 planches environ vont être vendues cette année, un chiffre énorme qui pousse tous les grands constructeurs à prendre leur part dans ce marché de la planche. Un ballon d'oxygène qui pour certains est bienvenu. Oui, un sujet qu'on regardait avec beaucoup d'attention, Gérard Daboville, Eugène Riguidel, Maurice Bellonte et Alain Bonvard, qui sont nos invités, vous le savez, pour question de temps. Tout à l'heure, donc, après le journal, en même temps que le surgénérateur, nous parlerons des exploits de la mer. Et je crois que cet exploit de Gérard Daboville en est un authentique. Ils regarderont peut-être avec autant d'intérêt ce petit sujet clin d'œil qui nous a été inspiré par un sondage d'un magazine américain sur les femmes les plus mal fagotées du monde, disons les moins bien habillées. Eh bien, c'est Anne d'Angleterre qui arrive en tête. On croyait que dans l'art subtil de se mal habiller, la princesse Margaret avait établi un record qui ne serait jamais battu. Eh bien non, ce record vient d'être amélioré. Et par qui? Par la princesse Anne, sa nièce. Désormais effacée des tablettes, Margaret se console en se disant qu'après tout, le record reste dans la famille. Margaret, qui lors d'un voyage en France avait oublié de retirer son chiffon à poussière. Anne est donc désormais la recordwoman des mal vêtus. C'est du moins ce qu'affirme le magazine américain People, qui précise que la princesse dispose pourtant d'une liste civile rondelette pour financer sa garde-robe. Alors, My Taylor is rich, mais manque singulièrement d'inspiration, pourrait dire la princesse en guise d'excuse. Le magazine américain va même jusqu'à écrire qu'Anne s'habille comme un garçon d'écurie, ce qui n'est pas très gentil pour la corporation.
Anne peut répondre qu'une fois dans sa vie, elle parut élégante. C'était, il est vrai, dans des circonstances exceptionnelles, dépendantes certes de sa volonté, mais qui ont, semble-t-il, peu de chances de se reproduire. Alors on vous dit ça parce que Mme Thatcher a quitté la France, on aurait posé le faire il y a 2 jours. La météo, pour terminer, cet après-midi, les températures restaient souvent voisines de 20 degrés, sauf sur les régions méditerranéennes où elles atteignaient souvent 25 degrés pour ce premier jour de l'automne. Eh bien, demain, le temps sera encore très instable avec des averses des Alpes à la Corse, puis une amélioration se fera sentir l'après-midi, une zone pluvieuse située dès le matin sur l'ouest du pays, qui se déplacera dans la journée vers le nord et qui sera suivie d'éclaircies. Ailleurs, il fera beau. Après, nous dit la météo, dissipation des bancs de brouillard. Notre dernier journal vous sera présenté par Paul Amar vers 23h15. Demain, antenne de midi, il y aura pour invité l'éditeur Robert Lattès. Et puis tout de suite, je vous rappelle, après une page de publicité, vous avez rendez-vous avec un double question de temps. L'un sur les surrégénérateurs avec Louis Berriot et son invité, le directeur du CEA. Et l'autre avec Jean-Pierre Elkabbach et ses invités, c'est-à-dire Gérard Daboville, Eugène Riguidel, Alain Bombard et Maurice Bellonte, 4 hommes qui, à leur manière, ont tous réalisé des exploits et je crois qu'il était juste de leur rendre hommage ce soir. Bonsoir à tous, à demain.